Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 264 de Sur la Terre des Hommes. Le retour pour l'automne avec Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu? Salut Jay, ça va bien? À cette heure qu'on s'entend bien. Ouais, mais je sais pas si, si les auditeurs nous entendent bien, eux. Ça va être à voir. Ouais. Comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Passé un bel été, mon cher? Un été chargé, j'ai pas l'impression de m'être reposé ben. Puis là, on dirait qu'avec le début de la rentrée, ça sonne un peu étrange dans ma voix. Fait que ça se peut que je griche. Aujourd'hui, je m'en excuse tout de suite. Ça fait ça, on dirait que ça a vraiment passé comme un coup de vent, ce bel été. Exactement. Et puis, le professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien aussi. Moi, je recommence juste la semaine prochaine. Là. Mon premier cours, c'est la semaine prochaine. J'ai pas encore les universitaires, hein? Pas encore encaissé ce choc-là, moi. Ça en vient, par contre. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été? Si je commence avec professeur Roussel, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant ce court été 2023? Ça a été productif. Je suis content. Habituellement, je finis toujours l'été en broyant parce que j'ai pas réussi à faire la moitié des to-do list de l'été. Mais là, cet été, je suis parvenu. J'ai même accouché. Je en parlais l'automne passé. C'est une méchante brique à part de ça. Ça a du mal. 500, oui, ça sort, c'est très dur quand ça sort. 569 pages. C'est un manuel pour les étudiants dans les cours de politique étrangère du Canada et du Québec aussi, parce qu'on a une politique internationale au Québec. Wow. Je vous avertis tout de suite, ça s'appelle donc Politique internationale et défense au Canada et au Québec. C'est avec mes collègues Kim Nossel de l'Université Queen's et Stéphane Paquin qui est avec moi à l'ENAP. Et c'est un truc c'est un manuel pour accompagner un cours. Donc, c'est pas, disons que les occasions de faire des traits d'humour sont pas très fréquentes là-dedans. Puis c'est assez cérébral. Là, okay. En même temps, c'est le niveau universitaire. Il ne faut pas s'attendre à un article du Journal de Montréal. On y va systématiquement. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour comprendre les relations internationales du Canada et du Québec? Le rôle du premier ministre, le rôle de la bureaucratie, les idées dominantes dans la société, les ressources du Canada et du Québec, etc. Il va falloir que je te lise, Stéphane. Je l'avoue, j'ai jamais lu un de tes ouvrages. Mais celui-là m'intéresse grandement. Mais ça pourrait même être un épisode de podcast. Ben oui, tu pourrais on pourrait essayer de rendre ça sexy, là, parce que, a priori, comme je vous le dis, ça ne l'est pas, mais on pourrait essayer de rendre ça de manière que ça soit plus agréable. S'il y a des gens qui l'écoutent dans un cours et qui trouvent ça intéressant, il y a moyen de le rendre intéressant dans un podcast. C'est vrai, probablement. Ouais. Ben super, félicitations Stéphane, un ouvrage de même, 500 pages et plus, c'est assez remarquable et impressionnant. Surtout, ça faisait longtemps qu'on y travaillait. Là. C'était... c'est parce qu'en fait, c'est la deuxième édition, puis de réécrire quelque chose, c'est presque aussi difficile que de l'écrire. À moins que tu fasses juste des changements mineurs, mais réécrire quelque chose, là, c'est constamment te demander ça, c'est-tu encore correct aujourd'hui? La première version datait de quand? C'était-tu à l'époque d'Harper? 2007. Non, c'est l'époque d'Harper. Harper commençait, c'est le début là, du premier mandat de Harper là, qui avait été élu en 2006. C'est clair que c'est le jour et la nuit dans tout ce qui se passe. Là. Parce que Harper, c'est en quoi, 2005, je crois? Il a été élu en janvier 2006, puis il part, je pense, c'est octobre 2015. OK. Une décennie. Oui, vraiment. En tout cas, félicitations, mon cher Stéphane. Merci beaucoup, merci, c'est bien gentil. Cet automne ou cet hiver, ce serait cool de faire quelques épisodes sur qu'est-ce que tu as écrit. Je serais... mais les pages blanches de Stéphane, là, un peu comme on fait des fois. Là. Les pages de notre amour, voilà. Donne-moi pas le syndrome, là. Ouais, c'est ça. On est dans l'écrivain qui s'appelle de même Les pages de notre amour. Par Stéphane Roussel. Et puis, toi, mon cher Joe, tu voulais pas qu'on en parle, mais je veux que tu en parles un petit peu. On voit derrière toi un drapeau de l'Islande. Effectivement, moi et ma douce, nous sommes allés faire une petite tournée de l'Islande. Île drôlement sympathique, très au nord. En fait, c'est le pays le plus au nord sur la planète. Je crois que Stéphane, tu y étais à quelques reprises. C'est magnifique. C'est vraiment idyllique. Je comprends pourquoi l'Islande est une destination aussi populaire. C'est très touristique. Puis il y a une raison, c'est paradisiaque. Si c'était pas du fait que l'hiver, c'est le noir constant puis que la température est super changeante, là, c'est vraiment là, wow, un gros coup de cœur.
Il faut se rappeler aussi que l'Islande, c'est un pays, mais c'est la population de Trois-Rivières. Exactement. La population totale du pays qui est largement 300 000 habitants environ. Ouais. 300 000 habitants? Et attends un peu, 136 polices pour toute l'île. Les policiers n'ont pas d'armes et c'est le pays où il y a le moins de crimes dans le monde, le moins de meurtres. Les gens ne barrent pas leurs portes parce que les gens se volent pas. C'est vraiment une autre mentalité. Les gens sont hyper sympathiques, tout le monde est accueillant. C'est frappant de voir à quel point il y a des touristes partout, mais ils sont pas tannés. Il y a des endroits que tu vas aller visiter. On entend parler des fois de Paris. Les gens à Paris sont tannés des touristes. Au contraire, en Islande, sont contents, puis sont fiers, puis sont vraiment, vraiment sympathiques. La majorité des gens parlent 4 à 5 langues. Ils apprennent l'islandais et le danois à l'école. L'anglais et l'allemand aussi. Des fois, on avait des gens qui pouvaient même parler espagnol puis italien. Donc, on en a vu de toutes les sortes. Puis, c'était vraiment cool pour ça. Ça l'a aidé un peu à comprendre le minding, parce que c'est un pays qui est ouvert à l'immigration. Eux, ils acceptent n'importe qui de n'importe où. Fait qu'on a vu une diversité culturelle que j'aurais jamais imaginé non plus. J'ai mangé du libanais, j'ai mangé du thaï, j'ai mangé de la bouffe de partout dans le monde parce que les gens ont immigré là-bas puis ils se sont fait des communautés. Puis je m'attendais à ce que ça soit très homogène, très islandais, blanc, ou les cheveux blonds, les yeux bleus. Puis c'est vraiment pas ça. Même quand tu sors de la capitale, c'est très multiethnique. C'est beau à voir tout ce melting pot-là sur une île comme l'Islande. C'était un beau highlight, ça aussi. Wow. J'imagine qu'on va se faire un épisode là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays-là qu'on ne connaît pas, y compris un côté sombre qu'on peut découvrir. Effectivement. Pardon? C'est la semaine prochaine qu'on voulait parler plus de l'Islande. Parce que vous deux, vous y êtes allés. Ouais, ça pourrait être juste l'Islande sans que je fasse un résumé de mon voyage. Ah oui, exactement. Puis, moi, je ne suis jamais allé, mais quand même, pour les gens, pour les abonnés, ce serait bon de faire un petit topo. Nous, on a vraiment apprécié, ma douce et moi. C'était une belle expérience. Ça coûte très cher, par exemple. C'est peut-être le seul côté négatif. Tout est extrêmement cher. Juste le litre d'essence à 3,14 si je ne me trompe pas, à Reykjavik, la capitale. Puis sans compter le fait aussi que j'ai eu une éruption volcanique en direct comme cadeau en étant là-bas. Ça a failli gâcher les vacances un petit peu. Ben oui, c'est vrai. Et pour terminer ce sujet-là, quand on va revenir, s'il vous plaît, nous rappeler à Joe et moi de vous parler du Akarl. J'en ai trouvé, mais j'en ai pas mangé. Moi, j'en ai mangé. J'ai pas osé, mais j'ai essayé bien des affaires, par exemple. J'ai ramené... j'ai escaladé un volcan, puis j'ai de la lave de volcan quelque part chez nous. Moi, j'ai volé des artères. Chaque touriste partait avec un morceau de l'île comme ça, il n'en resterait plus. Ah, ben je l'ai pris 3, excusez. Mais ça ressort de la terre. Je vous montrerai ça au prochain. Tu as des photos, hein? Tu as pris beaucoup de photos. Si vous suivez un peu Jonathan, le prof, sur les médias sociaux, tu as publié beaucoup de photos, de vidéos aussi de ton voyage. Je me sentais comme un espèce d'influenceur payé pour faire la promo de la visite de l'île. J'aurais dû demander une cote au gouvernement islandais. Mais ce que tu as excuse-moi Stéphane, mais ce que tu as fait, là, c'est vraiment ce que moi j'avais en tête quand on parlait avant la guerre en Ukraine, quand on voulait aller en Pologne, peut-être en Ukraine, mais finalement, on a cancellé le projet parce qu'il y a eu la guerre en 2022. Ça ressemble un peu à ce que j'avais en tête. Publier des photos, etc. Il manquait juste qu'on fasse un podcast live de l'Islande, mon cher, ça aurait été malade. Ça aurait été malade, surtout qu'il y a du Wi-Fi partout, au milieu du fin fond de nulle part. Il n'y a rien, à des kilomètres à la ronde à part des moutons, mais tu pognes la 5G dans le tapis, partout. Il y a beaucoup de moutons. Il y a plus de moutons que d'habitants. Ah ouais? Petit fait cocasse aussi, ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. On a un message juste parce que il y a des gens, il y a des auditeurs qui sont là avec nous, des abonnés. Florence Bernard, qui est l'une de nos membres Patreon, on te salue, ma chère Florence, qui dit que c'est plaisant de vous retrouver. Eh bien, écoute, ma chère Florence, nous aussi, on avait hâte. Le plaisir est partagé. Là, on a l'air brûlé, mais il faut dire que là, on s'entend en podcast, ça ne paraît pas. Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais là, il est 8h30. OK, on a commencé il y a à peu près une dizaine de minutes.
Et puis, moi je vais le dire, on a gossé pendant 15 minutes parce qu'on a eu, je pense, les pires problèmes techniques depuis qu'on fait des podcasts ensemble, les trois. Moi puis Joe, ça marchait pas. Stéphane, lui, ça marchait. Là, Joe puis moi, ça s'est mis à marcher, puis Stéphane, lui, ça marchait pas. On a failli annuler le show, là, à ce soir. Juste pour la petite histoire, moi, ça marchait très bien jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'était moi qui causais les problèmes chez Joe et chez Jay. Un petit problème d'écho ou de reverb, là, pour ceux qui connaissent un peu fait que, moi, je l'entends encore un peu. Peut-être ceux qui... les abonnés qui êtes là, que ce soit sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes ou de Joe, si vous entendez un petit peu d'écho, désolé, on va essayer de se remettre dans le bain. Il faut dire, ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Moi, j'ai pas arrêté. Le dernier épisode, dans le fond, c'est notre épisode sur Oppenheimer. Oui, exactement. J'allais dire sur Prigogine, mais non, c'est vrai, c'est sur Oppenheimer quand on est allé voir le film ensemble. Quelle belle soirée. Quelle belle soirée. Ben, après-midi, hein? Ben, c'est vrai, on a enregistré. Ben, quelle belle journée, on va dire comme ça. C'était une belle journée, vraiment une belle journée d'amoureux, hein, vraiment. Non, ça a été super. Puis j'espère qu'on va reprendre ça, mon cher Joe, pour Napoléon. Hey, méchante bonne idée. Ouais, on pourrait mettre Stéphane sur un téléphone. On va amener Stéphane avec un sel, puis on va le faire écouter à Stéphane en même temps. Non, c'est ça. Ouais, mais là, on va se faire mettre dehors du cinéma. Ouais. Ils vont voir une autre sorte de film. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais voilà, non, ça serait vraiment cool quand il y a des films historiques, des gros blockbusters comme ça, historiques qui sortent, qu'on puisse, de notre côté au moins, Joe, vu qu'on est proche géographiquement, d'aller les voir. Y a un cinéma à Ville-Marie? Ben oui, sauf que Oppenheimer est arrivé la semaine dernière. Fait que... T'es-tu sérieux? Ben oui, parce qu'on attend la bobine de Rouen pour pouvoir... Ah, OK. Fait que le Rouen, il l'a gardé trop longtemps. Exactement. Fait que, ben, c'est ça, des gros blockbusters, on attend plus longtemps. Fait que il est arrivé à Ville-Marie, oui, dans mon petit cinéma. C'est un bon cinéma. Es-tu déjà venu à Ville-Marie? Non, hein? J'allais à Ville-Marie, mais pas au cinéma de Ville-Marie. Ah, ben, c'est pas un cinéma, c'est un théâtre. OK, c'est le Riff. Oui, le théâtre du Riff, mais c'est un cinéma, on s'entend, mais c'est une salle de spectacle, cinéma, etc. C'est un très beau cinéma. On peut dire Ville-Marie, c'est petit, mais non, c'est un très, très beau cinéma. Et puis, les bancs, les sièges à Ville-Marie sont beaucoup plus confortables que ceux de Rouen. Mais par exemple, ceux du film Oppenheimer, dans la salle où on était très confortable. Je suis allé le revoir une deuxième fois en français 2 jours plus tard. C'était dans une autre salle, c'était dans la, je veux dire, grande salle, solidement plus confortable. En anglais, tu veux dire en VO? Non? Oui, en anglais, je suis allé voir en anglais pour une deuxième fois. Une chance que j'avais vu en français en premier. Parce que c'était très dur à comprendre, même si je me considère bilingue. Les termes utilisés, ça mettons. Physique, puis, Exactement. Je la comprenais plus en français, la physique quantique, mettons. Ouais, mais j'ai bien aimé l'écouter les deux parce que l'ambiance, je la trouvais plus naturelle en anglais, mais j'ai plus compris le film en français, mettons. Puis toi, Jay, qu'est-ce que tu as fait cet été? Tu me poses des questions, mais toi, avant d'aller au cinéma? Oui, mais avant, Stéphane, je veux te poser une question. Est-ce que tu as vu le film Oppenheimer? Non, je suis pas allé là. Il faudrait, quand il va sortir, il faudrait se faire une soirée cinéma avec nos patrons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. D'écouter un film avec nos membres Patreon. Puis il est quand même 3h15. Il est lourd, je trouve. Ouais, écoutez, c'est pas un watch party, comparé à bien des films. Mais avec les membres Patreon, bientôt, on va faire de quoi? Ça fait trop longtemps qu'on n'a rien fait ensemble. Non, on pourrait se trouver quelque chose de plus court, puis en même temps qui appelle beaucoup de commentaires et de discussions. Là. Exactement. Mais ouais, voilà. Alors, pour moi, mon été, mes chers amis, ça a été, comme on a dit en début d'épisode, ça passe vite. Tu sais, c'est long 2 mois, on s'entend, c'est vraiment long. Mais moi, ça n'a pas été super comme été, je vous dirais. Non, ça n'a pas été vraiment le fun. Côté roulotte. Parce que moi, j'ai une roulotte depuis 2 ans, hein? Un véhicule récréatif. Et puis, j'ai eu des problèmes de batterie 12 volts, des problèmes des problèmes d'eau. L'eau n'a pas rentré. La toilette a débordé. Écoute, ça n'a vraiment pas été facile comme été. Un mauvais investissement. Ah, vraiment. C'est ça. J'étais tout le temps en train de
de réparer ça, de trouver des solutions aux problèmes. Puis à chaque fois que j'allais à cette roulotte-là, ça allait mal. Ça créait plus de problèmes. Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, normalement, quand on va là, c'est pour relaxer, mais là, j'allais juste là pour sacrer puis avoir du trouble. Mais tout ça pour dire que des fois, j'arrêtais et puis j'allais à la pêche avec mon papa et puis mon filleul, mon beau-frère et d'autres, mon beau-père, etc., avec beaucoup de gens. Alors, je suis allé à la pêche, messieurs, cet été. Ça a-tu mordu un peu? Non, je te dirais, dans les 5 derniers... Non, pas bien. Non, vraiment pas de bon été. J'ai pêché beaucoup d'huîtres. Des huîtres, oui. Oui, ça ne mordait tellement pas que les huîtres mordaient à mes... Ça se mange-tu? Des huîtres de lac, je pense, j'ai jamais essayé. Des huîtres, c'est juste pour être ça, j'étais curieux. Des huîtres d'océan, peut-être, mais des huîtres de lac, surtout le lac au Passatica, proche de Rouyn-Noranda, avec tous les dépôts miniers. Je serais pas. De l'huître radioactive. Oui, exactement. Alors, je serais pas vraiment enclin à manger ces huîtres-là. Alors, oui, j'ai pêché beaucoup, mais c'est ça. Mais remarque, c'est le plaisir d'être à la pêche avec des gens que t'aimes. Oui, tout autant que de sortir un poisson. Là, exactement. Puis, moi, je vais à la pêche depuis l'âge de près 9-10 ans, je vous dirais, avec mon père, tout ça. Fait que c'est tout le temps le fun avec mon père d'aller à la pêche, de jaser ensemble. On n'a pas vraiment le temps de parler ensemble avec mon père. Tu sais, au téléphone, on n'est vraiment pas deux parleux de téléphone, on s'entend. Je pense pas qu'il y ait grand bonhomme qui soit jasé au téléphone. Non. Tu sais, souvent, mettons, j'appelle mes parents, je parle à ma mère, puis hey, je te passe ton père. OK. Puis là, des fois, il y a des silences. Bon, ben, OK, bye. Bye. On se laisse. Mais voilà, c'est ça que j'ai fait comme activité. Alors, j'avais hâte de recommencer le travail, messieurs, pour toutes ces raisons. Voilà. Parce que l'actualité aussi nous a amené. Oui, l'actualité nous a donné le goût de recommencer rapidement. Là. Il y a tellement de stock qui s'est passé qu'on a dû splitter et faire des choix éditoriaux, sinon on n'aurait jamais fini. Oui, exactement. Et puis pour terminer mon été, un point positif, j'ai fait des podcasts. Fait que si vous avez suivi un peu sur la Terre des Hommes pendant l'été, il y a, je crois, à peu près 5 épisodes que j'ai fait seul, des épisodes narratifs comme quand j'étais seul dans le fond, avant l'épisode 100, là, quand j'étais vraiment tout le temps seul. Fait que j'en ai fait un sur la Révolution américaine, un sur D.B. Cooper, un autre sur les Vikings. En tout cas, vous irez écouter ça si vous avez manqué sur la Terre des Hommes pendant l'été. Il y a du stock à rattraper. Vraiment beaucoup de stock. Fait que voilà. Fait que c'est mon été, messieurs. Allez vous gâter. Allez vous gâter. Et puis nous, on revient, je crois, les gars, à toutes les semaines. Je crois. En théorie. En théorie. Mais ce ne sera pas les jeudis soirs, parce que le jeudi soir, je suis un petit peu. Non, c'est vraiment. J'enseigne les jeudis soirs, malheureusement. C'est ça, c'est vraiment exceptionnel. On va revenir. C'est quoi qu'on s'est dit le mardi? Le mardi à 20h30, 20h30. Alors, soyez à l'écoute, soyez alerte sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur la page Sur la Terre des Hommes ou sur la page de Joe, le prof, pour les enregistrements live. Mais c'est certain qu'on va en faire profiter plus nos membres Patreon, hein, parce que les autres donnent un peu de leur denier par mois. Alors, souvent, on va faire des épisodes juste avec nos patrons. On peut revenir 3 semaines plus tard avec vous, etc. Fait que ça va ressembler à ça pour cet automne. Fait on commence avec quoi? Là, les gars, on a fait 20 minutes. On commence avec quoi? Ça? On va y aller très, très short and sweet, je pense, sur chacun des sujets. Sinon, on sortira pas de ça. Je pense que oui, hein, si on veut rentrer ça dans l'heure. Est-ce qu'on commence avec les feux de forêt? C'est ce qui est le plus proche de nous. Je pense que c'est le gros highlight qu'on a eu au Canada. C'est dur de passer à côté ou de faire comme si c'était pas arrivé. Ah non, c'est vraiment incroyable. Premièrement, j'ai une question pour toi, Joe. Est-ce qu'à Lebel sur Quivillon, c'est rentré dans l'ordre? Oui, c'est rentré dans l'ordre depuis le début juillet. Ça a continué à brûler quand même un bout après, mais tout était brûlé autour de la ville, fait que le feu ne pouvait pas se réapprocher. Donc, ça a continué à sentir beaucoup la fumée, mais là, c'est maîtrisé depuis un bon petit bout. Là. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu de la pluie pendant 2 mois au Québec, donc on a eu de la pluie en masse par la suite, mais assez pour que ça brûle quand même. De mémoire, c'est 1,5 million de kilomètres de forêt brûlée, de kilomètres carrés. Carré, ouais. Incroyable. C'est dur de juste visualiser ce chiffre-là. Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est gros comme quoi? C'est l'île du Prince-Édouard ou même, j'ai entendu cet été, la Belgique? Ouais, c'était rendu gros comme le Danemark, si je ne me trompe pas. À peu près. Là. Comme le Danemark. Ouais. Qui est brûlé au Québec ou au Canada, mettons, dans son Juste au Québec. Juste au Québec. Fait
imaginez, puis tu sais, il y a eu dans le nord du Québec, mettons, tu sais, quand on parle de Lebel-sur-Quivillon, on a encore, moi j'ai encore l'habitude de penser que c'est en Abitibi, mais non, c'est dans le nord du Québec, c'est vraiment à la ligne entre l'Abitibi-Témiscamingue puis le nord du Québec. Mais à la baie James, dans le mois de juillet, ça brûle encore là-bas. Eux autres, ça brûle encore beaucoup, mais encore, si on compare au territoire du Nord-Ouest, c'est rien. Là, c'est dans les territoires du Nord-Ouest où c'est complètement catastrophique. Là. Ouais. Et quand en même, la Colombie-Britannique. capitale, ouais, Colombie-Britannique aussi. Vierge, même, ça fait tellement mal au cœur. Tu sais, les territoires du Nord-Ouest, c'est pas, je veux pas mettre, je veux pas dire que c'est plus important les territoires du Nord-Ouest que, mettons, la baie James, mais quand on a les images des territoires du Nord-Ouest, des grandes forêts quasiment presque vierges, territoire autochtone, ça fait tellement mal de voir ça. Tu dis que ça brûle encore au Oh, ouais, TNU? ça brûle vraiment beaucoup. Là, eux autres, c'est hors de contrôle. La capitale a été évacuée. En fait, Yellowknife, je pense que le territoire au complet a été évacué. Il n'y a plus d'êtres humains qui sont sur le territoire. Moment que la À part population peut-être du des territoire services du d'urgence. Nord-Ouest, c'est 100 000 personnes, je pense, en tout. Mais c'est vraiment concentré sur Yellowknife et puis quelques communautés autochtones dans les territoires du Nord-Ouest, oui. La Colombie-Britannique, hein, que dans le mois d'août, ça l'a brûlé énormément. Fait que si on met tout ça ensemble, l'été 2023, côté de feu de forêt, c'est, j'aime pas dire historique, parce que historique, pour moi, c'est joyeux. Hein, quelque chose, c'est historique. Ben, ça dépend. La Révolution française, c'est joyeux pour le roi, tu penses? Ouais, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vraiment catastrophique. C'est le bon mot. Ouais, vraiment. Puis, je suis très comment je dirais ça, négatif pour l'avenir. Quand on va brûler ça, là, je me suis dit, à quoi ça va ressembler le printemps prochain, l'été prochain? Parce qu'il faut dire que pourquoi que ça l'a brûlé autant, c'est que, si on prend l'exemple du Québec, il faut dire que dans notre coin, Joe, la neige, là, ça l'a tout fondu en dedans d'une semaine et demie, 2 semaines. Ça n'a pas eu le temps d'être tout absorbé. Là. Ça a été envoyé dans les cours d'eau, puis ensuite, ça a séché, puis ça a brûlé. Exactement. Combien nous, on a un pont dans l'est du Témiscamingue qui est complètement parti dans un torrent incroyable. Fait que, ça a vraiment fondu rapidement. Le sol n'a pas eu le temps d'absorber toute cette eau-là. Fait que ça a fait en sorte qu'avec les températures qui ont continué, qui étaient très chaudes, extrêmement chaudes, c'était rendu du carburant. Là, les arbres, tous les conifères, etc., c'était du gaz. Là. Mais exactement, la sève des conifères, c'est comme s'ils étaient aspergés d'essence, littéralement. Tu sais. Exactement. Ce qui me fascine, moi, dans cet épisode de cet été, en fait, ce qu'on a vécu à travers le Canada puis ailleurs, là, que ce soit à Maui ou dans d'autres régions, c'est que tu as l'impression que tu dis, c'est autant d'alertes, des choses qui vont finir de convaincre les gens de la réalité, de l'urgence, de l'importance des changements climatiques. Et on se rend compte que non, que c'est vraiment pas ça. Ça a l'effet inverse. Ça a l'effet tout à fait inverse. Puis, c'est presque que révoltant jusqu'à un certain point. Mais je lisais, j'ai vu ça par exemple dans un article de Radio-Canada en juin passé, je crois, où, somme toute, ça s'explique, ce phénomène-là. Ça s'explique par le fait que, d'une part, la plupart des citoyens vont dire, on peut, nous, personnellement, on ne peut pas faire grand-chose. Et ceux qui peuvent, que ce soit les gouvernements puis les grands secteurs économiques ou les secteurs d'activité qui sont très pollueurs, on n'a pas l'impression qu'ils font ce qu'il faut. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de défaitisme. Les gens se disent, mais regarde, ça va être comme ça, on ne peut pas rien faire, tant pis, ça brûlera. Fatalisme, oui. Exactement, du fatalisme, merci. Ou du déni. Les gens s'enfoncent dans le déni de continuer à dire que ça n'a pas de lien, que c'est des lasers qui ont mis le feu. On a entendu tellement de conneries. Ça, vous parlez vraiment d'un petit groupe, mais c'est... Non, mais c'est pour montrer qu'il y a des gens qui, au lieu d'affronter la réalité, vont chercher n'importe quelle explication irrationnelle au lieu de simplement s'avouer que oui, c'est ça et qu'il faut faire quelque chose. Non, ça peut pas être ça. C'est forcément un complot. C'est forcément quelque chose. Ça peut pas être juste le résultat de tous ces changements climatiques-là. Vois-tu, mais l'autre raison qui est souvent avancée pour laquelle ce qui pousse certaines personnes vers le déni, c'est en même temps cette idée de dire c'est trop gros, c'est
imparable, on ne peut rien faire, c'est le sentiment d'impuissance tout court. Ouais. Qui va faire que les gens vont comme Juste soit pour abandonner. des raisons psychologiques ou autres, vont dire je ne veux plus faire ça, tu sais, je veux. Et probablement ici que les médias, puis la manière dont on vend cette catastrophe appréhendée, tu sais, il y a un problème parce qu'on aboutit à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Tu sais. Absolument. Puis, tu as dit, Joe, tu parlais de laser. Oui, pour ceux qui ont manqué ça, nos amis conspirationnistes qui ont trouvé une cause. Cet été, il y avait besoin de quelque chose de nouveau vu que les vaccins commençaient à être un peu up-to-date. Donc, c'était rendu les feux de forêt. J'ai une Mel Goyer en tête là, qui nous sort souvent ces explications que les humains font exprès pour mettre le feu, pour pousser l'agenda de la gauche woke du Canada. C'est un complot de Justin Trudeau. Regarde, on a tellement entendu de patentes. Mais dans les autres sujets, justement, excuse-moi, Jay, vas-y. Non, j'allais juste dire aussi qu'on expliquait ça par des nouvelles mines qu'on voulait. On brûlait les arbres pour aller chercher le minerai. Exactement. Fait que c'était pour justement clairer le chemin de territoire pour faire des mines. Voyez-vous ce que je regardais l'évolution cet été justement du discours conspirationniste. Puis ça va dans le sens de l'article que Patrick Lagacé a publié aujourd'hui, le 31 août, si on nous écoute en podcast. C'est qu'on sent que dans le mouvement conspirationniste, il y a une quête là, actuellement à savoir qu'est-ce qui peut être mobilisé, qu'est-ce qui peut les laisser dans l'espèce de high. Parce qu'il faut bien dire, pour beaucoup d'entre eux, la pandémie puis la dénonciation des mesures sanitaires, c'était un gros high. Puis là, ils voudraient continuer ils surfent là-dessus. Tu sais. Ils ont l'impression d'exister. Ils ont l'impression d'être utiles. Ils ont un but dans la vie. Tu sais, ils ont trouvé un but à leur existence. C'est ça, parce que la COVID, on va se dire, c'est complètement terminé. Il n'y a plus... Non, mais je veux dire, ils ne peuvent plus parler du gouvernement qui a fait avancer. Oui, mais dans le sens que la COVID n'est pas terminée. C'est pas Patrick Lagacé qui disait aujourd'hui qu'il avait pogné la COVID, justement. Et d'autant plus... Faut qu'ils trouvent une raison d'exister. Oui, mais Jay, il parle toujours au futur, ces gens-là. C'est-à-dire, il va arriver telle chose, ils vont nous remettre le masque. C'est des prophètes de malheur. C'est ça. Donc, tu peux rouler éternellement en parlant au futur. Surtout si tu as l'intelligence de ne pas donner de date, contrairement, par exemple, à Jeff Fillion qui nous a annoncé que... C'est pas le 14 octobre, genre? 7 septembre, le retour du masque. 7 ou 9 septembre. Donc, la semaine prochaine, on est tous... votre agenda, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, en parlant de conspirationnisme, Stéphane, tu nous as mis au parfum en fin d'après-midi. OK? C'est vraiment léger comme épisode aujourd'hui. OK? On parle de l'été, etc. Mais là, tu nous as mis au parfum d'un royaume, d'un nouveau royaume qui vous concerne. Qui me concerne encore plus. C'est chez nous. Je fais quasiment partie de ce nouveau royaume-là et je n'ai pas été averti. Stéphane, veux-tu nous parler de mon roi, hein? De Régis Lucius Ier, s'il te plaît, et puis du nouveau royaume dans lequel moi je fais partie au Témiscamingue, s'il te plaît. Oui, ça a passé pas mal inaperçu, sauf nos collègues, si vous voulez, dans les podcasts ou les émissions comme le Mercronspi ou le Crachoir de Martin et Frank, Martin Godette et Frank. Ils ont beaucoup couvert cette histoire-là. C'est un type qui a fait surface cet été. En fait, la première fois où on a entendu parler de lui avant de savoir ce qui allait s'en venir, c'est quand il y a eu une descente de la GRC chez lui parce que monsieur semble-t-il, participer à un trafic d'armes. Et il y a plusieurs armes qui ont été saisies chez lui. La raison pour laquelle on en parle maintenant, c'est que par des voies qu'on peut juste supputer, il a décidé qu'il s'inventait un pays qui s'appelle le Taïos. Est-ce qu'on a une idée pourquoi c'est Taïos le nom? Oui, il l'a expliqué. Il y a deux raisons. La première, c'est que je pense que c'est une région c'est en Amérique latine, je ne me souviens plus si c'est en Colombie ou au Pérou, mais il y a un endroit absolument merveilleux qui s'appelle Taïos, alors il a décidé de reprendre ce nom-là. Et je pense que Taïos signifie aussi soleil en japonais, je crois. Donc, il se trouvait que c'était un nom très poétique. Oh pour son God. Excusez, mais ça va vraiment finir avec une histoire de Kool-Aid, cette histoire-là.
Malheureusement, c'est drôle pour l'instant, mais j'ai l'impression que non, c'est des gens qui s'enfoncent, c'est de l'endoctrinement style sectaire. Ça sonne un peu Jamestown? Ouais, c'est Jamestown. Comment il s'appelait, là, justement, Jonestown, le Jamestown? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas autant de personnes. Il y a 250 personnes qui sont mortes à Jamestown. Un peu ou un petit wacko, peut-être. Mais quelque chose du genre. Vous voyez sur la carte, ceux qui sont avec nous actuellement peuvent voir cette carte-là. En fait, c'est au nord d'Ottawa, donc c'est en Abitibi. On est bien en Abitibi, là, je pense. Là, on est là, je dirais plus en Outaouais. Là, mettons dans le nord. Outaouais-Laurentide, sud de l'Abitibi. Et sud de l'Abitibi-Témiscamingue. Même jusqu'à la Mauricie, tu sais. Parce que moi, juste pour vous dire, là, pour ceux qui sont en vidéo, là, regardez, Ville-Marie, Québec. Ben oui. C'est là que j'habite, moi. C'est au Témiscamingue. Alors, regardez, je suis un royaume. Mais je suis un sujet du royaume de Taos. Je suis limitrophe. Je suis prêt de me faire conquérir par le royaume de Taos. Et le royaume de Taos aussi s'étend, en fait, ça s'étend à presque toutes les terres publiques du Québec, c'est-à-dire qu'il revendique les terres publiques du Québec. Et dites-vous un truc, le gars est sérieux, là, c'est pas genre une il est vraiment, il y croit vraiment, c'est-à-dire qu'il s'est construit tout un vocabulaire et puis une logique complètement parallèle là, qui est basée sur, sur le droit. Je vais revenir tantôt là-dessus. Et il dit vraiment, ces bouts-là, les parties qu'il revendique et qui déclarent comme étant territoire taïen, taïen étant l'adjectif de Taos, sont souveraines totalement et il n'y a pas, le Québec n'a aucun contrôle là-dessus. Ce qui est quand même qui est cocasse maintenant, c'est qu'en fait, le gars n'habite pas là parce que la carte que nous montre Jay actuellement, elle est, je pense, à toute fin pratique vide. Je ne pense pas qu'il y ait de village ou de communauté. Il y a Freedom City qui est censé être la capitale. C'est ça, mais c'est un projet plutôt qu'une réalité parce qu'il est allé. Il est allé visiter ces nouvelles terres, les terres qu'il a proclamées comme étant taïennes, pour s'apercevoir que finalement, il arrive dans un endroit où il y a eu des coupes forestières. Tu sais, c'est une ZEC, ce coin-là. Oui, c'est une ZEC. Oui, exactement. Et donc, des zones d'exploitation contrôlées. Et il arrive, puis c'est coupé à blanc. Il faut que ça repousse. Là. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien à cet endroit-là. Mais tout de même, est-il que c'est son état de Taos. Le type, c'est la partie la plus peut-être plus tragique, parce que ça peut avoir l'air comique quand on raconte ça comme ça, c'est que parmi les événements qui sont arrivés dans sa vie, j'ai vu plusieurs diffusions où on voit que ça fait longtemps qu'il y a cette mentalité de citoyen souverain, c'est-à-dire un citoyen qui décide qu'il n'est que son propre Dieu, il n'y a aucun État qui a du pouvoir sur lui. C'est des gens généralement qui, pas généralement, la plupart du temps, ne payent pas leurs impôts, refusent les lois, décident qu'ils ne sont pas des sujets de la loi. Lui, c'est un bel exemple, il est poussé à l'extrême de ça. Et donc, il y a des problèmes, il y a toujours eu depuis aussi loin qu'on peut remonter, donc depuis 2014, il a des problèmes de cette nature-là. Je vous ai dit tantôt qu'en 2021, je pense, il y a eu une descente de la GRC chez lui parce qu'il importait des pièces d'armes. Ses enfants ont été placés sous la protection de la DPJ. Okay. Sa conjointe, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est toujours là. Je pense que c'est une dame d'origine péruvienne. Mais ça fitterait avec le Taos de tantôt. Tout à fait. Et c'est donc quelqu'un qui s'enfonce de plus en plus. Cet été, ça s'est mis à dégénérer aussi parce qu'il était invité à parler dans un événement complotiste, j'oublie le nom, la 100e vague, je pense quelque chose comme ça. Et c'est dans la mesure où il a installé sur sa voiture une plaque d'immatriculation taïenne et que son permis de conduire est taïen. Il s'est fait arrêter sur le trajet et sa voiture a été saisie, si bien qu'il n'est pas content et il intente maintenant des procès à l'État du Québec qui traîne devant des cours taïennes. Que Taos a pleinement souveraineté sur tout ce qui se passe au Québec, au Canada ou dans le monde. Les lois de Taos sont extraterritoriales, c'est après ce qu'on comprend. Et c'est un type, c'est quoi la logique qui lui permet d'arriver là-dedans? Mais j'ai vu quelqu'un qui a une interprétation parallèle
de la loi, qui la tourne constamment en ce qu'il veut, et que le monde juridique, pour lui, c'est une bulle fermée sur laquelle le reste n'a pas d'emprise. C'est-à-dire que du moment où tu invoques la loi, où tu dis quelque chose, que la loi dit telle chose, ben c'est une formule magique qui fait que ça se transforme en réalité. Il n'y a aucune considération politique, économique ou sociale dans son raisonnement. Tout est délire, purement... C'est un délire juridique. Il vit dans cette bulle qui est en vase clos. Et si lui lit les lois, que ce soit du droit international ou du droit national ou québécois ou canadien, s'il trouve de quoi alimenter sa logique, quitte à le tourner à l'envers, ben pour lui, ça devient automatiquement la réalité. Mais est-ce qu'il y a juste deux? Y a-t-il d'autres mondes avec eux autres? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai lu un petit peu sur lui, puis il parlait d'une centaine et bien d'autres à venir. Oui, mais ça, c'est toujours des chiffres. Il n'y a pas moyen de vérifier des chiffres comme ceux-là. Exactement. Dans les papiers qu'il a mis sur Internet ou sur les accusations qu'il fait contre l'État du Québec, contre la DPJ, contre les policiers qui l'ont arrêté, contre la compagnie de dépannage qui a remorqué sa voiture, tout le monde y pense, là. Il mentionne il mentionne le nom de 2 ou 3 autres personnes qui vont agir comme procureurs ou comme qui auraient un rôle dans l'État de Taïos. Alors, peut-être que quelques personnes qui le suivent dans ce délire-là, ce qui serait tout à fait possible, là. Mais je doute. Jay, tu parlais d'une centaine. Lui se vantait d'être rendu jusqu'à 400 personnes, je pense, qui le suivent. Mais bon, c'est pas parce que tu as 400 likes sur Internet que tu as 400 personnes qui embarquent totalement dans ton délire. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Est-ce qu'il prend des likes sur Facebook comme étant des citoyens de son État souverain? Ah non, c'est beaucoup plus élaboré que ça. C'est que tu peux devenir... C'est totalement gratuit dans la mesure où tu payes 4 000 $, là, je pense. C'est que tu peux recevoir ton passeport de Taïos, tu peux recevoir ton acte de naissance de Taïos, tu peux recevoir tes plaques d'immatriculation de Taïos, tu peux tout recevoir les papiers qui vont avec ça. Là, mais lui dit, tu n'as qu'à envoyer un affidavit au gouvernement du Québec dans lequel tu dis renoncer à ta citoyenneté et de dire que te proclamer citoyen de Taïos pour dire que tu es maintenant un Taïen. C'est carrément incroyable comme histoire, mais visiblement, il se croit vraiment. Oui, vraiment. Et puis, la vidéo que tu nous as envoyée, Stéphane, ça me tente de le mettre sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Écoutez, c'est du délire total. Il commence son vidéo qui dure quoi? 1h10 où est-ce qu'il lit des feuilles justement sur son état, qui parle de son état de Taïos, etc. Puis il passe ça en disant là, je suis saint d'esprit, là, OK? Puis là, il y a comme des espèces de tics, là, tu sais, je sais pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui ne va visiblement pas bien. Vois-tu, Jay, moi, j'aurais plutôt... Au contraire, ce qui me frappait de lui, c'est qu'on pourrait en voir beaucoup des conspirationnistes et des gens qui s'inventent des univers imaginaires. Jean-Denis Boudreau, parce que c'est son vrai nom, son nom de baptême, là, Jean-Denis Boudreau. Il n'a pas l'air mal... Il semble très posé, il a un vocabulaire très élaboré. On voit que c'est quelqu'un qui a un fond, tu veux, de connaissance de culture qui est solide, Oui, il y a un bon vocabulaire, mais je trouve dans la manière un peu excité, un peu, comment je dirais ça, un peu hyperactif, là, tu sais, vraiment, là, En fait, ça paraît surtout quand il y a des gens qui le contredisent. Que, par exemple, lorsqu'il y a une vidéo qui existe aussi de lui, lorsqu'il va parler à ce groupe de complotistes là, de la 100e vague en Beauce, il y a quelqu'un qui le contredit. Et visiblement, il n'aime vraiment pas ça. C'est tout de suite, ça sort les insultes, le mépris en disant, bon, peut-être que vous ne connaissez pas ça, puis que vous ne comprenez pas, mais moi, je connais, puis moi, je sais. Comme n'importe quel bon chef sectaire qui déteste se faire rabrouer. Ils sont tous comme ça, les chefs de secte. Là. Mais juste pour dire, regardez, ce n'est pas juste le sud de l'Abitibi-Témiscamingue et le nord de l'Outaouais. Vous voyez sur la carte, ça va jusqu'à quasiment... c'est ça. Mais en fait, il y a même l'île d'Anticosti, si on s'y attaque. Exactement, c'est ce que je voulais dire, l'île d'Anticosti. Et puis aussi, dans l'ouest du Canada, si je me souviens bien. Oui. Fait que son État est comme séparé en 3 parties. Okay. Taïa, c'est partout où il y a des taillins, selon lui. Là. À un moment donné, n'importe quelle terre publique. Il y en a des taillins.
N'importe quel terre public peut devenir partie de l'État de Taïos. C'est là aussi ce qu'on sent dans son discours, c'est qu'il se tourne aussi de plus en plus en disant vous pouvez décider que votre maison, chez vous, fait partie de l'État de Taïos et hop, par la magie de son univers. Non, c'est ça. C'est comme. T'as tous les services sans payer les taxes. Ça, c'est le propre des souverains, ça. Où c'est qu'on s'en va, sérieusement? Il n'y a pas des recours juridiques. Qu'est-ce que l'État peut faire pour ça? Tu sais, moi, je pourrais pas dire, hey, mettons que je sors dehors là, chez nous là, en boxeur demain matin, puis je dis, le village de Ville-Marie m'appartient, c'est ma république. Mané, la police, la GRC, la police ne peut rien faire de dire. Non, pas s'il n'y a pas de conséquences, je veux dire. Si tu peux bien décider de donner un drapeau à Ville-Marie, qui en a probablement d'ailleurs déjà un, là, mais tu pourrais très bien dire qu'effectivement, ton village, ta rue est souverain, mais ça n'a aucune conséquence sur quoi que ce soit. C'est par contre là où quand tu commences à utiliser ça pour briser, pour transgresser des lois, que ce soit de cesser de payer tes impôts, d'avoir une voiture qui est plaquée dans ton état imaginaire, d'avoir que tes papiers d'identité sont de cet état-là, ou encore, comme lui, un de ses problèmes, il était visiblement engagé dans quelque chose de pas net, là, dans les pièces d'armes qu'il recevait chez lui, là, la manière dont il est retrouvé par la GRC. Là, du moment que tu commets quelque chose d'illégal, là, la GRC ou la SQ ou la police locale va s'occuper de ton cas. Mais tant aussi longtemps, Jay, toi et moi, on pourrait très bien, nous trois, mais si on pourrait dire qu'on fonde. Tant que tu n'es pas violent. Tant que tu brises, tant qu'on ne transgresse pas les lois, c'est bien correct. Je veux dire. Puis on a le droit de se faire du fun puis de se créer notre propre état imaginaire s'il est bénin. S'il n'y a pas de conséquences pour les autres, puis s'il n'y a pas de. Il ne l'amène pas à transgresser les lois. Bon, tant mieux, les gars. Venez chez nous. Je vous invite dans la Nouvelle République. Alors qu'il c'est mon. C'est rendu ma République. Je suis le roi de Ville-Marie. Et puis, ça va marcher de même. Et puis, vous êtes mes vassaux. Hein? Vous êtes. Ça n'a pas de bon sens. Merci, Stéphane, pour ce partage c'est comique. De complotisme. Parce que sur la Terre des Hommes, on n'en parle pas beaucoup. On laisse plus ça à d'autres podcasts. Nous, c'est vraiment sur l'histoire. Mais je sais que tu aimes t'informer sur cet aspect-là. Moi aussi, des fois, j'aime entendre parler de ces délires-là. C'est plus léger, des fois, ça fait du bien. Mais pendant la pandémie, moi, je n'étais plus capable. À un moment donné, j'étais en train de complètement virer fou à les entendre. C'est tellement de la boîte qu'à un moment donné, tu viens que... Mais ça, c'est rafraîchissant, je trouve. Mais ça, c'est drôle. Ouais. C'est ça, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est simplement une fusillade ou quelque chose. C'est ça, ça peut mal... Exactement. Voilà. Vous avez vu cette histoire-là, peut-être certains ont entendu parler, mais les complotistes qui ont essayé de s'infiltrer dans des manifestations inoues dans le nord de Saguenay, c'est ça, comme pour récupérer. Il y a des barrages. Je pense que l'enjeu, c'est une question d'exploitation des terres et de redevances et tout ça. Et un groupe de complotistes qui ont voulu se mêler à eux pour dire on n'a plus regardé, on n'a plus les Autochtones, on n'a plus les Inuits, et qui se sont comme appropriés la manifestation jusqu'à temps que ça dégénère, puis que les manifestantes, ce qu'on appelle les cocoums, les grands-mères dans cette communauté-là, les mettent carrément dehors. Il y en a un qu'on voyait au cours des derniers jours, complètement défaite parce qu'il ne comprend pas pourquoi il s'est fait mettre dehors par les communautés Inuits et qui n'est plus accepté dans ces manifestations-là. Mais c'est tu pourrais dire, je suis d'accord, effectivement. Moi, je trouve ça tout à fait fascinant, puis je vois les aspects positifs derrière ça. Mais dans certains cas, ça peut même se terminer. Mais tu viens pas de te mal à la tête des fois, Stéphane, parce que je sais que tu en consommes beaucoup de ces contenus-là. Mané, tu dis pas, hey, t'es pas découragé par l'humain, dans le fond. C'est-à-dire, je le vois comme un objet politique. Je l'analyse et j'essaie de voir quels sont les courants idéologiques qui sont assez clairs, là, mais voir comment ça reproduit, sans le dire, des positions politiques, des positions idéologiques ou d'une certaine vision du monde. Puis j'essaie de voir est-ce que ces mouvements-là représentent juste la pointe de l'iceberg ou c'est la manifestation extrême de quelque chose de beaucoup plus important puis donc beaucoup plus marquant dans la société. Comme par exemple, moi, je le vois comme l'extension de la pensée libertarienne ou de la pensée des conservateurs. Aux États-Unis, on voit beaucoup le conspirationnisme et le mouvement, le conservatisme sont étroitement liés. Je fais la même opération pour ça ici. Je regarde ça un peu comme un objet d'étude. Mais je suis d'accord avec toi.
souvent, je suis obligé de prendre des pauses. Puis là, ça me fait du bien d'aller travailler sur la politique étrangère canadienne ou aller travailler sur l'histoire militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Sur du concret, là. Ouais, c'est comme... Avant de continuer, les gars, je vous dirais, on va continuer un petit 15-20 minutes, puis on va... on se prend un dernier sujet, je pense, puis on se regarde place. Mais avant, je veux, pour notre retour, je veux saluer les gens qui nous saluent justement dans le chat. Alors, Apocalypse, j'adore ça, qui dit « Je vous écoute attentivement de Québec ». Alors, merci mon cher Apoca. Et puis, l'Éternel, devant l'Éternel. François Brassard, oui. Salut François. Bonne rentrée. Alors, merci. Salutations. François qui est membre Patreon de la première heure. Merci beaucoup. C'est notre principal bailleur de fonds. Vraiment, vraiment. Le matériel ici, le mur en arrière, François, t'appartient. Les posters en métal. Écoute, ma maison est tatouée. C'est lui qui paye ton hypothèque. Oui, le roi de Ville-Marie peut bien se permettre des largesses comme celle-là. Hein? Exactement. C'est notre Philippe Clavel, ça. Là, les gars, je vous donne le choix. On a 2 sujets. OK, vous décidez n'importe quel. Est-ce qu'on parle de la mort de Prigojine et puis de la guerre en Ukraine en général ou bien de notre ami Donald? Je parlerai de Prigojine parce que c'est fini. Trump, ça va se continuer pendant encore longtemps. Parfait. Prigojine, on a à peu près fini avec ça, nos présentations à 3. On a fini avec ça en juin. Au mois de juin, on a fini avec ça. Là, on a la conclusion pas mal définitive. Oui, ça finirait. Pour physiquement Prigojine, mettons. Oui, mais c'était-tu assez prévisible? Je crois qu'on en parle dans notre dernier épisode du mois de juin. On avait fait un épisode spécial, on avait décidé d'arrêter, puis on avait refait un de plus. Enfin, pour vous résumer cet épisode-là, que je me souviens plus du numéro d'épisode, ça parle de Prigojine, dans le fond, la tentative de coup d'État qu'il y a eu le 23 juin, 23-24 juin. Je crois que dans cet épisode-là, on en parle, on dit il t'offrera pas l'été. Il t'offrera pas. Ben, justement, il n'a pas t'offert l'été. 2 mois jour pour jour. Il n'y a pas de hasard. Là. Ouais. Oui, je me souviens bien, moi je m'avais gardé, vous savez que j'aime pas faire de prédictions, je déteste ça parce que je n'ai pas confiance dans ma capacité à lire clairement l'avenir. Mais je ne m'étais pas commis moi là-dessus justement, mais c'est vous qui avez raison là, posteriori. Ben non, mais c'était vraiment prévisible. Jamais Vladimir Poutine l'aurait laissé vivre. Là, Mais tu sais, en même temps, il faut résumer un peu les faits. Au mois de juin, 23 juin, 24 juin, on a la tentative de coup d'État, la marche vers Moscou. Alors, on a Prigojine qui sort du Donbass. Qui défie ouvertement Vladimir Poutine. Qui s'en va à Rostov-sur-le-Don, défie Vladimir Poutine, et puis là, entame la route vers Moscou, qui est au nord de Rostov-sur-le-Don, et puis là, décide, tu te rappelles, Joe, de cet épisode-là, de revirer de bord, puis on comprenait pas. Alors, s'en est suivi justement, pas la capture, mais une rencontre entre Vladimir Poutine et Prigojine. Et puis, on a décidé de l'envoyer en Biélorussie avec ce bon vieux Alexandre Loukachenko. Et puis, finalement, je sais pas, je pense qu'il n'a jamais été en Biélorussie parce qu'on l'a vu en Afrique 2 jours avant sa mort. On a su qu'il était à Saint-Pétersbourg. Je vous dirais, pendant plusieurs semaines, qui est, dans le fond, sa ville, où est-ce que sa ville natale... Où il y avait son stand à hot dog puis son restaurant 5 étoiles. Oui, le siège social, si on veut, du groupe Wagner. Fait que je sais pas s'il a vraiment été en Biélorussie. Moi, ce que je pense... Je vais faire du conspirationnisme avec vous, messieurs. Je suis pas sûr qu'il était vivant quand il a embarqué dans l'avion. Oh, que j'aime ça! Je pense qu'il a été exécuté en Afrique, puis on l'a remonté, puis on l'a craché en chemin. OK. Avec son numéro 2, dont j'oublie le nom. Ouais, lui, là. Dmitri quelque chose. Fait que moi, c'est ma théorie. Je pense pas qu'il était embarqué vivant dans cet avion-là. Il était mort. Parce que personne n'aurait voulu conduire et être présent dans le même avion que Prigojine s'il était vivant. Ça aurait été une cible mouvante. Mais même l'avoir mort aussi, tu te sens... Je n'aurais pas été à l'aise dans cet avion-là. Mais bon, qui sait? On ne saura jamais, là, ça c'est sûr, mais c'est ma prédiction loufoque. Je ne suis pas sûr qu'il était vivant au moment que l'avion a décollé. Imaginez le pilote et le copilote qui se disent pourquoi déjà qu'on fait ça? Puis là, justement, il y a une explosion sur un aile puis il crache. Ben, en fait, de ce que j'ai compris, c'est un missile de défense anti-aérienne qui aurait abattu l'avion par accident.
Ouais, mais quoi que ce que je regardais de l'épave, l'épave est arrivée, un missile, quand ça fait exploser un avion, ben, généralement, tu vas trouver des débris étalés sur des kilomètres. Parce que là c'était assez concentré, comme si l'avion était Mais tombé on a vu vraiment l'avion tomber. Ouais. Je vois pas comment, à moins qu'on ait saboté le moteur puis que ça allait juste. Mais c'est pas une affaire de décrochage, etc. Il y a vraiment eu un projectile qui est envoyé dessus. On le ou voit. une bombe à bord. Ah ouais, peut-être aussi, ouais. Parce que l'avion on le voit là, qu'il y a genre une partie d'aile en feu ou bien une partie de l'habitacle, là, si on peut dire, qui est en feu. Soit une bombe, alors une explosion, puis ça a fait tomber l'avion, ou bien, comme tu dis, Joe, un missile. La défense. Bon vieux lance-roquette, là. Exactement. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a autant autant de vidéos de l'écrasement de l'avion de Prigogine. Hein, Mais que c'est un accident, puis que Vladimir Poutine a juré de trouver les responsables. Hein, ouais. pour défendre son pauvre ami, qui est un homme d'affaires accompli et respecté. Ouais. C'est comme le président de l'Arabie Saoudite, dont le nom m'échappe actuellement. Oui, c'est ça. Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman, oui. MBL. Le prince héritier. MBL. MBS. Qui disait qu'il jurait qu'elle allait trouver les assassins de Jamal Khashoggi, ouais. Qui a été démembré, fondu dans l'acide. Mais là, en fait, maintenant, ici, c'est juste poser des questions sur les conséquences de ça, parce que c'est au-delà de la personne. Les conséquences de la mort de Prigogine, oui. Oui, parce que je suis pas sûr que les soldats de Wagner vont être fidèles à celui qui a tué leur boss. Oui, mais là, la tête, on s'entend, le groupe Wagner, c'est un monstre à deux têtes. Là, mais ça n'existe plus. Non, mais il n'y a plus de commandement. Qu'est-ce qui. Ben, en fait, ils vont être rattachés à l'armée russe comme soldats réguliers. Ah oui. Ceux qui sont en Ukraine ou en Russie, effectivement, on leur a dit, ben là, c'est le temps pour vous d'aller vous enregistrer comme soldats réguliers. Première chose. Ceux qui sont en Afrique, pardon, parce qu'il y a beaucoup d'Africains aussi. C'est loin d'être juste des Russes dans Wagner. Comme toutes les organisations de mercenaires contemporaines. C'est un truc multinational, c'est-à-dire que tu as plein de. C'est n'importe qui est prêt à tirer du gun. Oui, qui est prêt à prendre une paye pour obéir aux ordres qu'on va lui donner, là, quitte à ce à la job sale des gens. Et ça encore c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Prigogine a eu 2 mois de sursis, c'est de savoir qu'est-ce qu'on faisait. C'est l'organisation elle-même qui est précieuse. Ils ont peut-être préparé sa sortie avant de le sortir. Ben, probablement. Si c'est bel et bien un attentat, un meurtre, là, puis vous allez me dire tout pointe dans cette direction-là. Mais il y a certainement qu'ils ont préparé parce que c'est l'atout que représente Wagner, c'est pas tant en Ukraine que surtout en Afrique. Avec les derniers coups d'État qu'il y a eu un peu partout, on est en train de sortir la France de partout, exactement. Il n'y en a pas eu un, justement, hier, au Gabon, je pense, si je ne me trompe pas. Au Gabon. Quoique les 3 qu'il y a eu, les 3 coups d'État qu'il y a eu en Afrique au cours des derniers mois sont assez différents, en fait, de nature. Juste pour résumer, depuis 2020, là, il y a eu 8 coups d'État par des jeunes militaires. Une jeune militaire a pris le pouvoir. Le Gabon, je crois qu'il y a eu le Burkina Faso, il y a le... Pas le Mali, c'est... Le Niger. Le Niger. Il y en a quand même plusieurs. En fait, c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. L'Afrique francophone, chasse la France de plus en plus. Ouais. On change de bourreau pour un autre. Exactement. Avec la mort de Prigogine, je reviens un peu à ça. Est-ce que vous pensez que son pouvoir est renforcé ou bien il est complètement neutre? Ou, ça montre qu'il est rendu paranoïaque et qu'il est prêt à tuer n'importe qui. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'en Russie, ça a vraiment passé comme un fait divers. Oui, c'est un accident. C'est un heureux hasard. Savez-vous qu'en Russie, les experts ont trouvé... en fait, ils ont nommé ça, les assassinats politiques de Vladimir Poutine, comme le syndrome de mort subite russe. Il y a vraiment un terme pour tous ces gens-là, les hommes d'affaires, les politiciens et les gens qui sont morts dans des circonstances douteuses. De mémoire, on est rendu à 57 depuis le début de la guerre en Ukraine. Des hommes politiques importants qui sont morts, des oligarques, des hommes d'affaires, des personnages importants. Puis la majorité sont morts de circonstances douteuses. Des crises cardiaques inexpliquées, des suicides avec des notes écrites
de façon particulière, des gens qui sont pitchés en bas des fenêtres, qui tombent en bas de différents... Tu sais, c'est complètement fou. Puis, ils tombent en bas de leur yacht. Là, tu te rends compte que pour Prigogine, il a tué quand même 10 personnes. Tu sais, il y a Prigogine, mais il y avait aussi 9 autres personnes dans l'avion. Fait que s'il est prêt à tuer 10 personnes pour en tuer une, il est prêt à faire n'importe quoi. Hein. Et on ne parle pas des tentatives de meurtre à l'étranger aussi contre des opposants, mais vous remarquez, certains de ces opposants sont en prison, ne sont pas morts, sont en prison. Comme certains Alexis Navalny. Oui. Et vous avez aussi tous ces militaires qui sont simplement limogés, en tout cas. Pour le moment. Dire qu'on entend moins parler. Mais vous savez, Gerasimov, dernièrement, en passant, Gerasimov, qui était le chef, je crois, qui était de l'armée ministre de la Défense. Ministre de la Défense, ça fait des semaines qu'on ne l'a pas vu. Cet été, on n'a jamais revu Gerasimov. On se voyait où? Qui était une des cibles des critiques de Prigogine. Mais pour répondre à ta question, Joe, je ne suis pas si certain que ça renforce son pouvoir, le pouvoir de Poutine. Ou si moi non plus, ça l'affaiblit, je pense. Moi. Moi, je pense que c'est un signe de faiblesse. Exactement. Quand on est rendu là, et un pouvoir politique ne peut pas tabler très longtemps sur la force, sur l'usage de la force, sur la violence comme ça. C'était Bismarck, le chancelier allemand, qui passe pour avoir dit qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Et ce que ça veut dire, c'est que la force et l'usage de la force fait son temps. C'est ça a des limites, à un moment donné. Oui, que Prigogine, c'était un oligarque. Les autres oligarques voient ça, là, parce que Prigogine, c'était pas juste le groupe Wagner. Il y avait justement, ces usines à troll, etc. C'était un milliardaire. Oui, c'était devenu un homme d'affaires. Dans les un vendeur de saucisses devenu milliardaire. Exactement, qui était cuisinier de Poutine, qui a commencé, comme tu dis, comme vendeur de hot dog à Saint-Pétersbourg, après ça, avec des usines à trolls sur Internet, des compagnies, etc. Ça a tout été nationalisé dans les dernières semaines. Attends-toi, mon Evgeny, que ta fin approche là, quand tu vois ça. Je pense qu'il le savait depuis le jour 1. Oui, exactement. Du moment où il a décidé de partir, il savait que c'était terminé, je pense. Du moment où c'est ça, il a décidé d'arrêter la colonne là, qui montait vers Moscou. Pendant que là aussi, c'est de savoir s'il ne pouvait plus. Mais je suis vraiment curieux de savoir pourquoi il a viré de bord. On ne le saura jamais, mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a viré de bord en sachant qu'il était condamné de toute façon? Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Peut-être que quelqu'un lui a ouvert une porte de sortie, là, que ce soit Loukachenko. Il a peut-être vraiment cru Loukachenko. Il a peut-être dit, ah oui, Loukachenko va me sauver. Il a été naïf de dans les derniers jours aux États-Unis, il y a eu des sondages, messieurs, et puis l'appui à l'aide envoyée à l'Ukraine, l'aide financière, et puis l'aide militaire, est en grosse diminution. En très grosse diminution. Et puis, il faut dire que les États-Unis sont le pays, dans le fond. C'est le pays qui aide le plus l'Ukraine financièrement. Et de loin. On parle de plus de 50 milliards de dollars en armement, etc., qui est envoyé à l'Ukraine. Si les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine, ça sonne le glas de ce pays-là, je crois. C'est plus de la moitié, là, quasiment. Là. Oui, mais c'est-à-dire, les Ukrainiens ont résisté jusqu'à présent largement sans le matériel occidental. Il y avait de l'entraînement occidental, mais c'est ceux qui ont. Là, actuellement, on remplace le vieux matériel russe ou soviétique là, par du matériel occidental. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si automatique que ça, que le ralentissement de l'aide américaine ou la suspension. Et je te dirais, d'une manière ou d'une autre, cette aide-là continuerait par des façons indirectes. Des façons détournées. Ça, c'est toujours. La CIA. Oui, c'est ça. Ce ne serait pas spectaculaire. Ce ne serait pas des chars Abrams ou des batteries de missiles patriotes. C'est sûr que les Américains ont, je crois qu'ils ont promis des chars, je ne sais même pas s'ils sont arrivés, mais depuis le début de la guerre, qu'est-ce qui s'en va très bien? 30 Abrams. Mais qu'est-ce qui a vraiment aidé l'Ukraine? C'est surtout des missiles patriotes et puis le fameux missile que j'oublie le nom, pas le missile, mais l'armement là, qui... le canon, là. Le canon qui se déplie, là, puis qui va sur les chars russes. Ça s'est envoyé depuis quasiment le début de la guerre, puis ça a grandement aidé les Ukrainiens. Ce que les Ukrainiens ont besoin actuellement, c'est des munitions.
Et c'est pour ça que Joe Biden, ils ont pendant le l'été... stock, mais ils n'ont plus les balles qui vont dedans. Mais pendant l'été, Joe Biden annonçait qu'il utilisait des armes, qu'il allait céder des armes à sous-munitions à l'Ukraine. Et ça a scandalisé beaucoup de gens. C'est très contesté. Ben oui. C'est extrêmement contesté. Les armes à sous-munitions, pour ceux qui nous écoutent, c'est un obus ou en tout cas une charge que vous envoyez et au-dessus ou proche de l'objectif, ça explose en plusieurs petites munitions. Ça fait comme des mines. C'est comme un tapis de mine. C'est comme un obus peut contenir 50, 20, 30, 40, 50, 100 sous-munitions qui vont se déposer comme un tapis et qui vont contaminer toute une région. Et en fait, les Américains disent, vous savez, les armes à sous-munitions qu'on emploie, nous, ce n'est pas des mines qui vont rester là par la suite, c'est qu'ils vont pas mal toutes exploser. C'est pour étendre la destruction. Ouais. Mais le mot important ici, c'est pas mal toutes, c'est-à-dire que c'est pas toutes. Il va en rester quand même toujours. Et donc, ça signifie que dans les endroits où vous utilisez des armes à sous-munitions comme ça, ben, il faut déminer. Il faut nécessairement déminer, puis avec tous les risques et les problèmes que ça pose. Mais c'est des armes qui sont conçues comme étant, qu'on considère comme inhumaines parce qu'elles frappent de manière indiscriminée. Quelqu'un qui travaille son champ 20 ans plus tard peut exploser sur une de ces mines-là qui serait. Voilà, donc Jake nous en montre une image. Même le gouvernement canadien, qui pourtant appuie énormément l'Ukraine, s'est prononcé contre la dotation des Ukrainiens de bombes à sous-munitions. Et la raison que les Américains évoquent, c'est de dire, ben, on n'a pas assez du reste des autres munitions, c'est les seules qui nous restent, d'une part. Parce qu'on ne veut pas s'en servir, nous autres. Non. Mais d'autre part aussi, on peut glisser un mot là-dessus aussi, dans la contre-offensive ukrainienne actuelle, ça ressemble à la Première Guerre mondiale, c'est des positions dans une guerre de tranchées, littéralement, qu'on se fait. Et ce type d'armes-là, semble-t-il, les armes à sous-munitions sont particulièrement utiles contre des fortifications ou des tranchées qui vont être particulièrement efficaces, si on peut employer ce mot-là. Aller sortir les rats de la tranchée. Il y a aussi un général américain dont j'oublie le nom qui disait que les bombes à sous-munitions pouvaient aider justement à déminer le territoire. Dans le fond, ils font exploser les mines. Mais c'est que tu détruis tout le territoire en faisant ça. Comme tu as si bien expliqué, Stéphane, les bombes à sous-munitions, c'est comme tu as dit, tu peux tomber là-dessus 50 ans plus tard. Il y a même des mines de la Première Guerre mondiale en France. J'en ai déjà vu des obus qui remontent là, avec les effets de gel, dégel. J'en avais vu quand j'étais allé vers ces tours-là de champs de bataille. Là. Tu t'envoies des champs. Là, j'ai trouvé une grenade. En fait, je n'ai pas touché, là, mais il y avait une grenade. Wow. Qui n'avait pas encore été découpillée? Mais c'est-à-dire, elle était dans la terre. Et je pense qu'elle avait été déchargée, qu'il n'y avait que le corps de la grenade, mais j'ai préféré pas m'en assurer, mettons. Je n'ai pas cherché plus loin que ça. C'est ça. Les gars, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la guerre en Ukraine pour ce soir? Parce que pour le moment, je pense qu'on a fait le tour. C'est quand même un gros... Sinon que... Parce qu'il y a une chose dont je mentionnais tantôt, la contre-offensive auquel on a fait grand cas et qu'on attendait tous au moment où on s'est quitté à la fin. Qui a été une petite déception. Ben, oui et non, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas les résultats, puis il ne faut pas... C'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on voit, c'est comme la réédition de la Première Guerre mondiale où tu te bats contre des réseaux de tranchées qui sont backés par d'autres réseaux de tranchées. On va rechercher du territoire tranquillement. Mais que éventuellement, en fait, ce qu'on peut s'attendre, c'est si ce n'est pas cet automne, parce que tout va s'arrêter encore avec la boue, puis ensuite l'hiver. Mais ça va être encore la poursuite au printemps prochain. Et j'ai l'impression que les Ukrainiens, donc là, mesurent l'étendue du système de défense qu'ils doivent percer, qui vont s'ajuster. Parce qu'une chose, on a fait grand cas de tous les chars de combat qu'on leur a livrés, notamment des Léopard 2 A7 canadiens. Ce matériel-là a été très peu engagé. Puis les Russes ont montré quelques images de chars occidentaux détruits, mais très, très peu d'images. Et souvent, c'est les mêmes images qui sont prises sous des angles différents. Mais tout ce matériel-là n'a pas été encore engagé. Et si c'est repoussé, comme beaucoup de gens semblent le dire, si la nouvelle offensive est repoussée jusqu'au printemps prochain, ben, ça signifie encore probablement plus de matériel, plus de munitions, puis un meilleur entraînement pour les soldats ukrainiens, à la lumière de l'expérience qu'ils vont avoir acquis cet automne.
Si j'essaie d'être positif du point de vue ukrainien, c'est ce que je veux dire. C'est dur d'être positif parce qu'on parle de 20% de l'armée ukrainienne qui est soit blessée ou morte. Ouais. Au total, on parle de 500 000 personnes qui seraient mortes des deux côtés mis ensemble. Hein. Ouais. Morts ou blessés qui ne peuvent pas retourner. Ouais, mis hors combat. Un demi-million de personnes qui sont mortes en un an et demi. Incroyable. Merci, messieurs. Grand plaisir, comme d'habitude. C'est le fun. On est Merci à tout le monde d'être là. Ouais, c'est ça. Là, on a brisé la glace. Là. On est un peu rouillé. On dirait qu'on commence à faire du podcast, mais là, on a. Même moi, avec vous deux, ça fait 2 mois. Il faut vraiment repartir la machine. Mais merci beaucoup, les gars, pour ce soir. Malgré les problèmes techniques qu'on a vécus. Passez proche de ne pas voir cet épisode-là. Ah non, vraiment. N'oubliez pas, semaine prochaine, semaine Islande. Donc, préparez-vous, allez vous chercher une carte. Oui, puis la semaine prochaine, vraiment, c'est un épisode où est-ce que je vais vous écouter. Vraiment, j'ai mon popcorn et puis je vous écoute. Moi, j'ai ma liste déjà de trucs dont je veux parler. Le Akar, les Kaleo, puis l'OTAN. Ah oui, c'est vrai, oui. Il fallait faire penser à ça. Parfait. Moi, je vais parler de chute de volcan. Puis... puis on va parler aussi de Lagon, puis du Blue Lagoon. T'es-tu allé au Blue Lagoon? Oui, c'est un passage obligé. Là. On va tout vous raconter ça la semaine prochaine. Et puis moi, tout ce que je vais vous parler de l'Islande, eh bien, c'est du champion d'échecs Fischer qui a passé pas mal sa vie là. Un oui, j'ai vu sa tombe. J'ai vu la tombe de Bobby Fischer. Bobby Fischer qui a terminé sa vie à Reykjavik, justement. Oui, parce qu'il avait été expulsé des États-Unis pour... un éminent conspirationniste. Exactement, c'est un vrai avant-l'heure. Oui, et puis, dans le fond, j'ai écouté ce film-là cet été, justement. C'est un film sur la vie de Bobby Fischer qui est interprété par un certain Tobey Maguire. C'est un très bon film. Je ne me souviens plus du titre, mais fait Bobby Fischer, Tobey Maguire. Et puis, c'est un excellent film qui retrace la vie de Bobby Fischer, justement quand il a fait son tournoi d'échecs contre un certain Spassky pendant la guerre froide et puis qui a terminé sa vie à Reykjavik. Alors, on va voir qu'aussi l'Islande est associée étroitement à l'histoire de la guerre froide. En fait, ce petit pays va parfois jouer un rôle important. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. J'ai hâte d'en parler, ça aussi. J'ai des petites anecdotes par rapport à ça. Justement, Reykjavik qui a accueilli les dirigeants de l'URSS. C'était-tu Brejnev et puis... C'était Gorbatchev et Reagan. Reagan, c'est ça. Alors, 1987. Oui, alors qu'il y a eu des grosses discussions assez... Maison que vous pouvez visiter aujourd'hui. Oui, j'ai été la voir, justement. Ouais. Maison jaune. Alors, il y a eu des conversations musclées entre les deux clans en Islande. Alors, merci beaucoup à vous, messieurs, pour ce retour. Je nous souhaite un bel automne de Sur la Terre des Hommes. On a été tranquille cet été. On n'a même pas parlé de sujet à faire cet automne. On y va avec le flow. Hein. La semaine prochaine, on parle d'Islande, puis on verra par la suite. Merci aux abonnés des pages de Sur la Terre des Hommes et de Jonathan Leprof d'avoir été là en live. La semaine prochaine, juste pour vous avertir, l'épisode sur l'Islande sera seulement avec nos membres Patreon. Alors, si vous voulez entendre... Alors, tout le monde, cet épisode, ça va être mardi prochain, messieurs, à 20h30, mettons, sans problème technique. On checkera ça. Oui, 20h30, c'est toujours une bonne heure. Oui, alors, les membres Patreon, on va vous revenir là-dessus. Et puis, pour ceux qui ne sont pas membres Patreon, eh bien, l'épisode sera disponible toujours le jeudi à minuit. Alors, c'est une publication automatique qui se fait à minuit. Alors, vous allez recevoir ça là. Alors, merci à tous d'avoir été là. Merci à tout le monde, en fond, qui est abonné à Sur la Terre des Hommes. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et puis nos 2 orateurs. Construction avec un S Rivard de Rwanda et puis le miel Habitémis, le meilleur miel du royaume du... c'est quoi le Taïos? Taïos. Ouais, ou de mon royaume de Ville-Marie, dont je suis le principal... je suis le roi, voilà. Je viens de le décider. Alors, sauf quand la reine est là, c'est elle qui est la reine et toi, t'es pas grand-chose. Oui, exactement, c'est ça. J'ai ma reine aussi à la maison. Alors, pour rejoindre les membres Patreon, c'est très facile. Alors, c'est le patreon.com/SLTDH.
Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Je vous rappelle que notre livre Sur la Terre des Hommes, Scripta, est en vente sur le site web des éditions Derniers Mots. Alors, éditionsderniermots.com. Notre livre est là. On a eu des gros problèmes de site Internet en début d'année 2023. Il était complètement planté. Il a fallu le refaire au complet. Eh bien, c'est fait. Alors, je remercie Pascal Bellumeur qui a travaillé à reconstruire le site des éditions Derniers Mots parce que c'était complètement planté. Cet été, juste faire un petit aparté, cet été, j'ai fait la foire gourmande. J'avais un kiosque avec notre livre. J'en ai vendu quelques-uns. Alors, des gens que j'ai réussi à faire entrer dans notre secte. Alors... de Sur la Terre des Hommes. Alors, si vous voulez nous lire, ce livre-là est sorti en décembre 2022. Ça fait presque un an déjà, ma foi. Alors, sur éditionsderniermots.com. Justement, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire, oui. Mardi. Oui, ouais. Ben, mardi pour les Patreons. Et puis jeudi pour tout le monde. Alors, une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Salut tout le monde. Salut!